Alors, je vais me permettre, je vais proposer déjà, on a commencé, mais on va inviter tout le monde à poser des questions et puis à échanger avec vous, un peu comme on est en train de le faire. Voilà, ça peut être tout à fait un échange dynamique. Et donc, bah, qui a envie de lancer? On vient de lancer un tout petit peu, mais peut-être y a-t-il des questions ou des réflexions? C'est un film qui, me semble-t-il, a déjà quelques années. Oui. Est-ce que vous avez gardé des contacts? Est-ce que Oui. vous savez comment certaines choses, certains projets qu'on a pu voir ont pu évoluer depuis ce tournage? Oui, mais justement, juste en préambule, je voulais juste préciser le contexte du film. C'est qu'on l'a fait dans le cadre de la décennie internationale pour la biodiversité qui avait été déclarée par les Nations Unies, donc la décennie 2010-2020. Et nous, on représentait le Canada et puis on est parti pour faire ce film et montrer les initiatives positives dans le monde, en fait, surtout des populations locales qui préservent leur biodiversité sans forcément recevoir l'aide d'un pays occidental. C'est ça qu'on voulait mettre en avant en majorité. Et donc, avec qui j'ai gardé contact? Moi, je suis en contact grâce aux médias sociaux, en fait, comme beaucoup de gens maintenant, avec Karim, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le monsieur qu'on voit au Sénégal, qui s'occupe de la plantation de mangroves pour son village. Et lui, maintenant, il a plus de responsabilités, il est devenu maire du village, etc. Donc, lui, on est en contact, ouais. Puis, c'était une des personnes avec qui je me suis vraiment lié d'amitié. Et puis, voilà, donc c'est prévu. J'avais prévu d'ailleurs de lui rendre visite à l'occasion, mais là, avec la Covid. Oui, au Canada, ils disent la Covid. Alors, des fois, ça se peut que je dis là et pas le, mais bon, on parle bien de la même chose. Voilà, on peut plus trop voyager, donc là, je sais pas quand je pourrais aller au Sénégal pour le voir, mais apparemment, ce projet s'est bien passé. Les palétuviers ont poussé, ça a aidé effectivement les villageois à produire plus de poissons, avoir de l'autosuffisance alimentaire, etc. Donc, c'est un beau projet qui a bien fonctionné. Et depuis, Danone s'est retiré. Vous savez, c'est eux qui avaient financé la première campagne de palétuviers, de plantation, la fondation Danone. Et donc là, ils sont partis en France et apparemment, ça s'est terminé. Mais maintenant, les gens se débrouillent seuls, n'ont plus besoin d'aide extérieure. Donc, c'est ça le but aussi, c'est qu'ils puissent se débrouiller sans tout le temps avoir un pays tiers on va dire, qui est là, sur place. Là. Donc, ouais, donc Karim, je suis pas mal en contact avec lui. Donc, il s'appelle Karim Sall. Karim Sall. Et puis sinon, les autres, j'avoue que c'est un peu difficile. Ah oui, j'ai gardé contact aussi avec une personne qui n'est pas dans le film, que j'ai rencontré au Vietnam. C'est une personne qui était atteinte de nanisme et que j'ai rencontré en étant dans un des hôtels où on devait attendre les feuilles de tournage, etc. Et lui, c'est un nain qui voulait émigrer au Canada pour devenir prof d'anglais et après ouvrir une école pour nains au Vietnam. Parce qu'au Vietnam, ils sont dans la culture vietnamienne, apparemment, les gens atteints de nanisme sont assez diabolisés, on va dire, et rejetés de toutes les institutions. Et c'est ça qui m'a donné en fait l'idée de faire un prochain film, un documentaire, et je l'ai fait sur cette personne-là pendant le voyage du tour du monde de la biodiversité. Ben, j'ai fait un petit court-métrage qui là avait plus un lien avec le thème de l'immigration, voilà, l'immigration au Vietnam-Canada. Et donc lui, oui, je suis resté en contact, même je l'ai mis en relation avec l'ambassade du Canada à Hanoï, et puis voilà, il y a lui. Mais sinon, c'est vrai que les autres, c'était assez difficile de rester forcément en contact avec eux parce qu'on ne les a pas vus très longtemps. Là, vous avez, dans le film, c'est sûr, c'est un montage, donc tout se passe en 1 heure environ. Mais nous, pour faire une histoire courte, on est resté 1 mois par pays. Et donc, il y a 10 pays, ça fait 10 mois. Et 1 mois, on a l'impression que c'est long, mais quand on fait un film, c'est très court parce qu'on doit obtenir des autorisations de filmer, on doit préparer des entrevues, on doit rencontrer les bonnes personnes et surtout, avant chaque pays, on n'avait pas encore de sujet préétabli. On voulait vraiment se laisser la chance de découvrir le pays et d'être, on va dire, que le sujet vienne à nous finalement. Et des pays, c'était facile et d'autres, c'était par contre beaucoup plus difficile, plus long, etc. Donc le temps passait très vite. Voilà. C'était. Pour le Sri Lanka, par exemple, qui était un pays que j'ai beaucoup aimé en termes de sujet, il y avait un deuxième sujet qu'on aurait pu faire, mais finalement on l'a annulé. C'était la relation entre les éléphants et les agriculteurs, les villageois qui plantent du cannabis dans la forêt, parce que la police et l'armée ne vont pas dans la forêt parce qu'il y a des mines antipersonnelles, donc ils se sont dit c'est parfait comme endroit pour planter du cannabis et faire du trafic. Et c'était un sujet drogue et biodiversité qui était peut-être intéressant, mais on ne l'a pas fait parce que tout le monde nous a dit les policiers, l'armée nous ont prévenu que c'était très mauvais pour nous, qu'on allait sûrement se faire enlever, etc., qu'il ne fallait pas faire ce genre de sujet. Voilà. Mais c'est pour vous montrer voilà, qu'il y avait plein d'autres sujets à faire. On s'est quand même
on s'est on s'est limité à faire ce qu'on jugeait les plus intéressants, les plus grand public et les moins dangereux aussi pour le tournage, parce qu'on n'était que deux. Donc l'autre David Aimé qui est environnementaliste et moi qui suis réalisateur. Donc, Pardon. Et quand vous dites que vous laissiez sur place les sujets venir à vous, c'est-à-dire que vous n'y alliez pas avec une feuille de route sur un sujet précis, vous aviez la destination et l'observation et les rencontres créaient le sujet. En fait, non, c'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé, on avait quand même, on va dire, une feuille de route au niveau des thématiques de biodiversité. On savait que pendant le 10 mois de tournage, on devait faire environnement marin, environnement forêt, environnement montagne, etc. Et donc, on avait quand même ça, effectivement. On n'allait pas faire, par exemple, comme on a fait un sujet, une thématique sur les requins au Costa Rica avec la pêche. On a essayé de ne pas faire trop de pêche dans tous les pays, voilà. On a quand même eu cette petite thématique qui est revenue au Sénégal, quand même, avec la pêche pour les palétuviers. Mais après, par exemple, on a eu l'occasion de le refaire au Vietnam, mais on s'est dit, bon, non, le Vietnam, on va essayer de parler d'autre chose. C'est là où on a parlé plutôt du ciment, parce que les ciments Lafarge sont là, ils fabriquent beaucoup de ciment au Vietnam. On trouvait ça intéressant parce qu'en France, Lafarge existe aussi, puis les gens ne savent pas forcément comment le ciment est fait, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'environnement, etc. Donc là, on s'est dit, bon, on va laisser tomber la pêche parce qu'on en a déjà deux sujets. On va faire le ciment et la déforestation qui est liée au ciment. C'est un peu comme ça qu'on va dire qu'on avait toujours un mois d'avance avant le prochain pays, on avait déjà les quelques thématiques qui nous trottaient en tête. Et sur place, on vérifiait si c'était vraiment faisable ou pas, et si c'était pas faisable, comme avec l'histoire du cannabis et des éléphants au Sri Lanka, ben, on changeait de sujet. Voilà, c'était pas mal ça le processus. Ouais. Merci. Et merci pour ce film qui est absolument magnifique, je ne vous l'ai pas dit, mais merci beaucoup. On a une question de Madame Reynaud. Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, en fait, moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport au béton, parce que donc nous, on fabrique des cinémas, comme en fait, je suis propriétaire de cinéma, donc. Ah, super. Et en fait, j'ai été en discussion hier avec le groupe Eiffage qui fait du béton, et je voulais vous dire parce que nous, on a des contraintes en fait quand on construit des cinémas d'acoustique, et surtout quand c'est en ville, on est obligé de faire des coques béton. Et il semblerait qu'il y ait un béton décarboné. Donc, j'ai posé la question par rapport à nos futurs projets et qui s'achètent plus cher, hein, c'est sûr. Et je pense que du coup, les cimentiers travaillent aussi à un béton décarboné. Donc, j'en saurai un peu plus, mais je trouve que c'est important, et ce genre de conférences et de films, là, enfin, ça nous apprend à effectivement chacun être responsable dans nos propres choix et dans nos propres investissements. Voilà, c'est juste ça. Oui, mais c'est vrai, d'ailleurs, le cimentier au Vietnam était très ouvert à parler, et justement, eux-mêmes cherchaient des moyens de faire du ciment qui serait plus respectueux de l'environnement, et ça a été les premiers à nous ouvrir leurs portes pour filmer l'usine, pour montrer que quand ils étaient obligés de faire une déforestation, ben, ils créaient une zone à côté de préservation pour les singes, etc., et que ça leur tenait à cœur, en fait, de pas détruire et pour ne pas replanter derrière. Pour ça, on a trouvé qu'ils étaient assez transparents, justement. On a été agréablement surpris. Ouais. Oui, mais je pense en plus que c'est à la fois, bon, c'est la démarche écologique, mais c'est aussi une démarche de financier, c'est-à-dire que Eiffage, Oui, Lafarge, c'est des gros, ou Bouygues, ou c'est des gros constructeurs, des gros bétonniers, et qu'aujourd'hui, l'écologie les pousse aussi à faire un effort, quoi. Oui, c'est dans l'air du temps, oui, c'est sûr qu'ils savent que les clients recherchent ça aussi, ouais, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais tant mieux du coup. Oui, tant mieux, tout le monde profite, c'est bien, c'est vrai. Et oui, merci pour le film qui est super aussi. Super. Merci beaucoup. Moi, j'ai une autre réaction, mais c'est plus une réaction qu'une question. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de technologie en fait dans ce film. On est plutôt dans se saisir hors de la technologie. Aujourd'hui, on dit la technologie va sauver tout. Puis là, il n'y a pas de technologie et on y arrive. Et je me suis dit, en fait, ça m'a amené une réflexion, notamment qu'on a eue avec le jardinier du potager du roi il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, en fait, comment on fait pour ne pas perdre le savoir? Pour ne pas perdre les savoir-faire, notamment, parce que j'imagine que, par exemple, la mangrove, etc., c'est des savoirs qu'ils avaient et qui ont été un peu perdus, et puis ils reviennent dessus. Et je me dis, voilà, comment on fait pour les garder, pour les sauvegarder, pour les entretenir, au-delà de la technologie. Et
Mais c'est vraiment une remarque intéressante parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on a voulu mettre au cœur du projet, c'est essayer de montrer les initiatives des gens, des locaux en fait, des autochtones et des gens, je l'ai employé un mot anglais, mais en français, ouais, des natifs en fait, des gens qui sont sur place et pas forcément, comme je dis, éviter trop de montrer des ONG ou des gens de l'extérieur. Voilà. Et moi, je pense que ce qui est important pour ça, justement, pour la passation du savoir, c'est le respect des personnes âgées en général qu'on n'a pas beaucoup en Occident et qu'on a beaucoup perdu. Et moi, j'étais vraiment surpris quand ça fonctionne, ces histoires de passation, voilà, comme par exemple de planter les palétuviers de la bonne façon, etc. En Afrique, au Sénégal, ça vient vraiment des gens les plus âgés du village qui expliquent aux plus jeunes, etc. Et les jeunes les écoutent, les respectent, et il y a tout ça qu'on a perdu, moi je trouve, beaucoup en Occident, en fait. Oui, oui. Et donc, ce serait vraiment de les remettre sur le devant de la scène et voilà, enseigner qu'on est toujours utile à la société, peu importe son âge, en fait. Moi, c'est ça que je trouve qu'il y a la solution pour avoir tout ça qui soit durable. Très intéressant. Alors, il y a une question, il y a une main levée. Oui. Judith, à nouveau, ou c'était la main levée de tout à l'heure? Non, c'était la main levée tout à l'heure. Je l'ai baissée là. Je l'ai baissée normalement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai un certain nombre, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. David, Tariq, et je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça y est. Très bien. Ok. Félicitations pour ce film. C'est vraiment, vraiment très, très agréable, très prenant à regarder. Moi, j'avais un commentaire et puis une question. Le commentaire, c'est vrai que vous avez montré, alors c'est peut-être un parti pris, finalement, l'impact de notre société de consommation et globalement de nos sociétés occidentales sur les écosystèmes, sur des pays assez lointains, des communautés lointaines. Donc on a bien senti ça. Par rapport à ça, c'est vrai que bon, la critique est toujours très soft, elle est pas crue. Donc c'est vrai que quelque part c'est parfois un peu dérangeant, mais pas tout le temps. Je dirais que on regarde ça quand même avec un petit regard un petit peu coupable, mais voilà, mais pas trop non plus. Moi, ce que je vois en filigrane, par contre, je ne sais pas si ça peut être pour vous, est-ce que c'était pour vous volontaire et est-ce qu'il y a peut-être un projet futur de film. Ce que je vois en filigrane, c'est qu'on voit finalement ces communautés qui ont un rapport à leur environnement sacré, un rapport à une manière d'occuper l'espace aussi très particulier. Vous avez aussi évoqué le rapport aux anciens. Et on voit finalement que ces communautés sont construites dans un rapport à l'autre et à l'espace que nous avons perdu. Et au travers de ça, je trouve qu'il y a quelque chose vraiment intéressant à apprendre, au-delà de l'impact que nous, on peut avoir sur eux, et qui, évidemment, il faut changer par beaucoup plus de sobriété. Je trouve qu'il y a quelque chose un impact que eux peuvent avoir sur nous au travers de ce genre de film, dans cette nouvelle façon. Enfin, je ne sais pas s'il faut retrouver quelque chose, recréer quelque chose ou créer quelque chose tout simplement. Ouais, mais voilà, dans ce rapport, c'est quelque chose de formidable. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous, puisqu'effectivement, nous, c'était notre objectif aussi, encore une fois, avec mon collègue David, c'est ce qu'on avait aussi, c'était de donner la parole à ceux qui l'ont pas assez. Enfin, quand je dis qu'ils l'ont pas assez, ceux qui n'arrivent pas jusqu'aux médias occidentaux, qui font, on va dire, la pluie et le beau temps sur la planète, qui sont souvent ceux qu'on écoute comme étant la parole qui a raison et qui donne l'exemple aux autres, en fait. Et nous, en faisant le film, on voulait montrer que non, justement, il y a des gens qui sont chez eux, dans leur forêt, dans leur désert, dans leur environnement, qui ont des choses très intéressantes à nous apprendre, mais qu'on ne va pas jusqu'à eux pour leur donner l'occasion de le dire. Donc là, on s'est dit avec ce film-là, on va en faire aussi un film qui soit quand même avec une portée éducative et qui ne soit pas un film revendicateur ou dénonciateur comme on en voit beaucoup. Et j'ai rien contre ça. D'ailleurs, il y a des très bons films qui sont très dénonciateurs de la pollution, etc., que moi-même je regarde. Par contre, ce n'est pas dans ma démarche de cinéaste. Moi, je suis plutôt dans l'aspect positif des choses. J'aime montrer ce qui fonctionne et les solutions. Ça, c'est aussi un parti pris qu'on avait au début. On ne voulait pas aller dans la dénonciation. Ça ne nous intéressait pas. Et donc, c'est pour ça qu'en faisant ce film-là, on sait aussi qu'en le faisant de cette façon positive, il allait passer dans plus de lieux de diffusion. Là, que ce soit moi au Canada, j'ai beaucoup fait de diffusion dans les collèges, les lycées, par exemple.
Et je suis content que ces personnes, par exemple le chaman qui est au milieu de l'Amazonie, que vous avez vu dans le film en Équateur, ben, sa parole elle est entendue par des élèves collégiens au Québec, par exemple. Ça, tu vois, c'est quelque chose qui me rend fier et qui me fait plaisir. En fait, je me dis, on a réussi le projet juste pour ça, en fait. Voilà, de relier ces deux pensées-là, ben, qu'elles savent qu'il y a autre chose qui existe, qu'il n'y a pas la façon de vivre canadienne et que nous, on n'a pas la clé, la solution à tout, en fait. On est même une minorité sur la planète quand on y pense, là, la pensée occidentale, la pensée blanche, comme dirait. C'est un livre que j'ai lu de Lilian Thuram qui parle de ça, en fait. C'est la pensée qui domine tout le monde, en fait. Mais c'est pas forcément. Toutes les solutions ne sont pas là, voilà. Donc, le film, on a essayé de donner la parole à l'autre pensée qu'on n'entend pas trop. Dans les médias traditionnels, je veux dire. C'était ça l'objectif. D'autres questions? Il y en a qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de finir le film, peut-être avec un petit peu de retard. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez réagir? Moi, j'ai une pour enchaîner sur ce que tu viens de dire sur l'école, justement. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le film. C'est un moment où on voit cette école, au Sri Lanka d'ailleurs, et on voit les enfants qui apprennent les noms des oiseaux. Ouais. Ça m'a interpellée parce que je ne suis pas sûre qu'on apprenne le nom des oiseaux dans nos écoles. On apprend certainement dans nos écoles ce que c'est une girafe, un éléphant et une vache, mais à différencier entre la vache, l'arcampion et la vache trucmuche, ou les oiseaux ou les insectes. Et je trouve ça super positif si tu dis que par ailleurs tu as déjà été dans des écoles. Est-ce que tu as eu des réactions? Alors, je ne sais pas si c'est un extrait du coup que vous avez montré aussi dans les écoles. Est-ce qu'il y a eu des réactions sur notamment ce côté, tiens, on apprend le nom des oiseaux, ou est-ce que de la part des élèves ou même de la part peut-être des professeurs? Oui, ben, chose à faire pour le. Oui, ben, je crois que c'est les professeurs qui le faisaient remarquer, justement. Je crois que comme vous, effectivement, l'histoire de l'école leur a plu beau au Sri Lanka, parce que c'était pour réconcilier les enfants des deux ethnies qui étaient rivales, on va dire, dans la guerre. Enfin, les enfants n'y sont pour rien, mais la guerre, on va dire, de leurs parents ou de leur gouvernement. On va appeler ça comme on veut. Mais c'était intéressant pour le côté local, effectivement. Les profs au Québec disaient aussi la même chose, disaient que c'était une bonne chose de montrer l'exemple qu'avant de s'occuper de connaître effectivement les animaux de pays lointains, etc. Déjà, connaître son propre environnement, ça aide à le protéger parce qu'on sait effectivement, vous parliez des vaches, qu'il y a des vaches laitières, il y en a d'autres qui sont utilisées peut-être pour ceux qui mangent de la viande plus pour l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses différentes dans son pays avant d'aller voir à l'extérieur, en fait. Mais oui, cet exemple des enfants était très... même nous, en le filmant, on a vraiment apprécié ça, de voir le fait que c'était centré sur ce qui se passe localement et aussi sur le fait que les langues qui étaient utilisées pour apprendre les noms des oiseaux, ce n'était pas de l'anglais. Parce qu'il faut savoir que le Sri Lanka a été colonisé par l'Angleterre pendant assez longtemps. Et là-bas, les panneaux sont trilingues. Donc, il y a l'anglais, le singalais et le tamoul. Et là, tous les noms d'oiseaux, c'était uniquement en singalais et en tamoul. Il n'y avait pas du tout d'anglais là-dedans. À part nous, quand on posait des questions à la personne, au scientifique qui était là pour qu'il puisse nous expliquer ce qui se passait et pour faire la traduction pour le film. Mais sinon, les gens ne se parlaient pas du tout en anglais. Ils voulaient récupérer leur langue, leur pays, leur coutume locale, leur façon de faire. Et nous, on a voulu mettre ça en avant. On était vraiment contents que ça se fasse dès l'enfance, dès l'école. En fait. Donc oui, c'est un bon exemple pour les écoles du monde entier de travailler sur place, de le préserver. Une réaction plus qu'une question, mais c'est vrai que ce passage m'a particulièrement marqué. Je trouve assez passionnant l'idée qui est en fait finalement la même en Occident et par chez nous, où il y a un antagonisme entre deux populations, bon, pour les raisons qu'on n'explique pas, mais peu importe, et on utilise, entre guillemets, le média de l'environnement, quelque chose de beau, c'est-à-dire qu'au-delà de son utilité, on regarde aussi quelque chose d'esthétique, pour que les gens se rapprochent. Et on a quand même une dimension un petit peu équivalente, j'ai l'impression, nous, en Occident, où par le jeu de la propriété, par le jeu de la compétition, on a finalement dégradé un environnement. On est finalement dans un conflit silencieux, tranquille, avec son voisin ou territoire voisin, sans vraiment se le dire. Et je trouve que dans la démarche qui est présentée là, sur le plan pédagogique et dans le message, il y a, et si on parle d'environnement, on va en fait se parler de nous, et d'un rapprochement qui va être à la fois bon pour ce qui nous entoure et finalement bon pour une relation qui est aujourd'hui dégradée
à travers l'environnement, dégrader aux voisins, à l'être humain, d'une manière plus générale. J'ai trouvé la simplicité, la beauté de cette séquence particulièrement éloquente sur l'universalité du problème et donc de la solution. Oui, ben, en plus, c'est ça, quand vous m'en parlez, moi je repense à la scène où il y a le chaman dans la forêt en Équateur là, de la tribu de Sarayaku. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a une phrase qui est intéressante parce que c'est ce qui se passe en ce moment maintenant. Il avait on va dire, c'est une vision, enfin en même temps, eux, ils le savent depuis longtemps, tout ça. Ils disent qu'à force de creuser, de détruire la forêt, puis d'avancer de plus en plus profond, on va faire sortir des maladies qui vont se diffuser à travers le monde. C'est vraiment ce qu'il dit mot pour mot, ce que je viens de dire comme phrase. Et en ce moment, c'est ce qui s'est passé. Hein. En Chine, on a fait une déforestation, elle est allée de plus en plus loin. Il y a des chauves-souris qui ont été, on va dire, sorties de force de leur environnement naturel, vu qu'elles n'avaient plus d'endroit où nicher, où manger, etc., qui sont venus se mettre sur un élevage de porcs intensif avec des cochons qui n'ont pas la place de respirer, de dormir, de se tenir debout, etc. Le mélange des deux nous a créé le Covid qu'on connaît, qui après s'est diffusé à travers le monde. Donc c'est vraiment ce qu'il raconte, en fait, c'est qu'à force de faire ça, de ne pas respecter l'environnement, on se punit nous-mêmes, en fait. Et au final, la nature, elle, va toujours se régénérer, mais nous, peut-être pas. C'est pour ça que moi, en le voyant, le film, je me dis malheureusement, il ne vieillit pas parce que, on va dire, je ne sais pas si c'est les hommes en général, les humains, ou si c'est les gouvernements, mais on n'a pas l'air d'apprendre de nos erreurs, en fait. C'est ça qui me fait un peu peur des fois. Mais après, je suis optimiste en voyant que les populations locales, par contre, voilà, elles trouvent leurs propres moyens pour lutter contre tout ça. C'est un équilibre qu'il faut trouver, on va dire. Ce qui m'a marqué aussi, c'est cette dimension à la fois d'ensemble, c'est plutôt communautaire, ce qu'on a vu, et comme le disait Tariq, et en même temps, j'ai trouvé que c'est des acteurs qui ont tous une vision globale. Ouais. Et c'est assez remarquable, en fait. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en France, il y a un rapport de l'ADEME qui vient de sortir, qui dit globalement que le zéro carbone ne peut se poser comme question qu'à un échelon de pays, pas d'individus. Et pourtant, ces acteurs-là ne se posent pas la question, ils le font. Et je trouve que c'est extrêmement positif. Ouais, parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas attendre, il faut agir, parce que si on attend qu'une loi se passe, enfin, si on attend qu'une loi soit votée, soit diffusée, etc., en fait, c'est pas qu'il se passera jamais rien, c'est juste qu'on risque d'attendre très, très, très longtemps et le dégât sera causé. Donc, eux, ils se disent, moi, localement, j'ai besoin de poissons pour vivre, j'ai besoin de palétuviers pour, on va dire, me préserver des raz-de-marée, etc. Je ne vais pas attendre que le gouvernement se décide à créer une digue, etc. Qu'est-ce que je peux faire localement, naturellement, avec peu d'argent? Comment je peux me débrouiller? Et je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux, en fait. Je ne dirais pas qu'un remplace l'autre, parce que sur l'échelle d'un pays, on va dire, si le Sénégal plante juste des palétuviers, ça ne va pas arrêter tous les tsunamis, là, c'est sûr. Mais au moins, il montre peut-être l'exemple qui fait que le gouvernement le voyant en disant, mais si des gens avec rien font ça sur la plage, enfin, peut-être que nous, on peut faire un petit effort en faisant une digue et il y aura peut-être les deux à la fin. C'est pour ça que je dis que les deux se nourrissent, en fait. C'est ça. Je reste positif au final. D'autres questions? Au travers de tous les projets que vous avez vus, David, qu'est-ce que ça vous a appris en matière de, entre guillemets, gouvernance ou de façon de gérer un groupe humain dans un objectif commun? Est-ce qu'il y a... ça, c'est une très bonne question, mais dans le film, il y a quelqu'un qui répond très bien, c'est le docteur ornithologue, justement, au Sri Lanka, là, celui qui donnait le cours de nom d'oiseaux aux enfants. C'est qui explique que, malheureusement ou heureusement, enfin, je ne veux pas porter de jugement, mais dans les sociétés, surtout occidentales, ce qui fait donner, on va dire, changer d'avis ou prendre une décision, en général, c'est l'argent, en fait. Est-ce que économiquement, je vais pouvoir gagner quelque chose sur la situation? Est-ce que ça va me rapporter quelque chose de changer de voie, par exemple? Et effectivement, le côté collectif, on le voit un petit peu en ce moment avec tout ce qui est produits bio, avec les voitures électriques, etc. Ça commence à prendre la société, à se développer, à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des vendeurs, des constructeurs de voitures électriques qui se font de l'argent avec ça, qui après payent des impôts au gouvernement du pays dans lequel ils vendent les voitures, etc. Donc, quand ces gens-là qui sont les décideurs et qui sont nos gouvernements trouvent qu'il y a de l'argent à faire dans cette histoire d'écologie, etc., ils mettent les choses en place. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément mauvais, en fait, comment dire, c'est pas forcément mauvais que le monde tourne avec cette espèce de capitalisme, c'est juste qu'il faudrait qu'il soit juste un petit peu plus régulé et mieux orienté, voilà, qu'il soit pas sauvage comme on voit des fois,
que l'argent justifie tout, on va raser une forêt parce que je veux faire une usine qui va me rapporter plus. Non, il faut peut-être juste montrer qu'on peut tous y gagner, en fait. Les grands investisseurs peuvent gagner quelque chose et les gens qui vivent près de la forêt aussi, en fait. C'est ça que je trouve que les gouvernements commencent à comprendre. Dans certains pays, ils le font. Il faudrait que tout le monde fasse la même chose. Enfin, quand je dis tout le monde, je parle des pays occidentaux, ceux qui polluent le plus, en fait. Ça vous semble plus simple de pouvoir gérer des projets quand il y a moins d'argent en jeu, quoi, finalement. C'est ça, au final. Ou alors, comment dire, qu'il y ait de l'argent en jeu, mais qu'il soit bien utilisé, je dirais. Ouais. C'est ça. Peut-être revenir justement aux trois cercles, c'est cette vision holistique c'est ça. sur les trois cercles qui s'imbriquent l'un dans l'autre, quel que soit l'ordre. Quel que soit l'ordre. C'est un peu ce que disait, c'est ça, ce professeur-là. Je ne vais pas dire son nom parce qu'à chaque fois je l'écorche, il est trop long. Donc, vous avez compris, c'est le monsieur avec la barbe blanche au Sri Lanka. Là. Voilà. Effectivement, c'est les trois cercles imbriqués, mais peu importe qu'il y ait l'économie, la sociologie, peu importe l'ordre, en fait, ça fonctionne. Mais on ne peut pas exclure l'économie en disant, il faut... après, c'est mon opinion, tout le monde n'est pas obligé de la partager, mais il ne faut pas dire, le capitalisme, c'est mal, il faut l'éradiquer, il faut commencer quelque chose de tout nouveau. Ce n'est pas forcément que c'est mal, c'est qu'il faut l'utiliser en ayant en tête qu'il faut garder ça de façon équilibrée, en fait. C'est sûr que tout le monde a envie d'améliorer ses conditions de vie et donc peut-être de créer sa propre entreprise, etc. Tout ça, c'est positif, mais il ne faut pas le faire au détriment du confort des autres êtres humains, de la nature, etc. Moi, c'est ce que je dis, en fait. Chacun peut trouver sa place sans écraser les autres. C'est ça, que ce soit une fourmi ou un être humain, ou, voilà. On va pas parce qu'on veut faire des vêtements moins chers, on ne va pas faire travailler des enfants. Enfin, c'est ça, moi, que je trouve où on a un peu dévié là, les êtres humains sur la route, là. Mais voilà. Je me demande s'il n'y a pas un autre élément, c'est que finalement, quand on a moins de moyens, on n'attend plus la manne céleste. Oui, ça c'est vrai, on est plus créatif. Et donc, on devient plus créatif, on devient beaucoup plus acteur. Ouais, je peux vous le... Il y a quelque chose qui joue. Ouais, ça, il y a quelque chose qui est intéressant. En fait, c'est pour ça que quand j'étais au Sénégal, moi, j'avais souvent... les intervenants avaient souvent ce discours là-bas, ils me le disaient, comme Karim, par exemple, la personne qu'on voit dans le film, qui lui a une histoire personnelle qui est assez difficile parce qu'au départ, il est né, il a eu la polio assez rapidement, enfin, il est handicapé, etc. Il a toujours refusé d'avoir un traitement spécial. Il n'a pas voulu non plus se mettre à mendier comme il voyait d'autres handicapés qui mendiaient parce que c'est facile de s'asseoir et de tendre la main. Non, lui, il a pris vraiment des risques. Il s'est formé, il a fait des études, il est allé dans plusieurs pays pour étudier, en Europe, en Amérique du Nord, enfin. Et au final, maintenant, il me dit que lui, ce qu'il veut, c'est prendre ses décisions parce qu'il a les connaissances nécessaires pour le faire. Il n'a pas besoin qu'un pays, la France, le Canada ou n'importe quel pays, vienne pour lui expliquer quoi faire. Il me dit, mais moi, je sais quoi faire. Je suis intelligent, je connais mes ressources, je connais ma population, je connais nos moyens qui sont limités, mais avec tout ça, je suis capable de me prendre en main. En fait, c'est ça qu'il me disait. Il me disait que le côté autogérance des peuples était très important dans cette histoire. On ne peut pas avoir la prétention d'aller préserver l'environnement de notre pays en pensant se donner bonne conscience. Il disait que c'est un peu lui ce qu'il voit des fois quand ils se font aider par des ONG européennes, c'est ça, quoi. C'est des gens qui arrivent, ils viennent un petit peu mettre les choses en place, ils voyagent avec des 4x4 climatisés et après ils rentrent chez eux. Et eux, ils marchent toujours pieds nus pour aller. Enfin, c'est ça, il y a un décalage là, voilà. C'est ça que. Donc, il essaie d'éviter que ça se passe comme ça maintenant. Plutôt faire eux-mêmes sur place, quitte à avoir un peu moins de moyens, mais au moins, ça sera plus durable. Et puis, les gens après ne seront pas sans ressources quand justement comment on appelle ça, l'ange gardien sera parti. Voilà. C'est ça qu'il m'expliquait là. J'ai trouvé ça intéressant de son point de vue. Je me dis, c'est vrai que je me mets à ta place, je préfère aussi me débrouiller seul. Puis, je serais fier du travail accompli à la fin. Voilà. D'autres questions, d'autres réactions? Alors, on va peut-être, on est à peu près dans le timing qu'on s'était donné, donc c'est très bien. Je vous laisse encore quelques instants réfléchir si vous avez d'autres questions. En tout cas, David, un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. À la fois par l'œuvre et par cet échange. Et puis j'espère qu'on pourra vous recevoir un jour physiquement ici à Fontainebleau. Oui.
et rééchanger. Au cinéma, en vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que je me souviens de la dame tout à l'heure qui m'a dit qu'elle fabrique des cinémas. Je voulais aussi la féliciter, parce qu'en dehors de l'environnement, moi je suis beaucoup aussi dans la préservation de la culture, et j'étais aussi, comme tout le monde, affecté par le fait que les salles de spectacle soient fermées au Canada, en France, un peu partout. Là. Et je trouve que des gens construisent encore des cinémas physiques. Là, je leur dis bravo et continuez, c'est vraiment c'est ce qu'il y a mieux à faire. Là. Surtout des indépendants privés qui font de la réalité. Exactement, ça, je vous félicite parce que ça va nous. En fait, ça permet encore une fois, toujours pareil, d'avoir une autre vision des choses, une autre voix qui n'est pas la voie dominante que tout le monde peut consommer. Mais on l'aurait fait au cinéma, hein, si on n'avait pas été oui, je sais bien. Hein. Moi-même, je ne sais pas si je serai venu cette année parce que là, je suis au Canada, mais c'est prévu que peut-être l'année prochaine, on va peut-être venir se réinstaller en France avec mon épouse qui est française aussi. Mais avec la technologie, on aurait pu voir votre film sur grand écran et vous voir en vidéo. C'est vrai. Oui, c'est vrai, on aurait pu faire ça. Bon. Si vous décidez de revenir en France, vous êtes ouvert. Ah oui, mais avec plaisir. J'avais déjà d'ailleurs habité, avant d'émigrer au Canada, je vivais à Chevreuse, dans les Yvelines. Oui. Donc je connais, j'aime beaucoup la région. Donc, mais moi, originalement, je suis de Languedoc, donc on irait plus se installer autour de Montpellier, mais j'ai des amis en région parisienne que je vais voir régulièrement. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. En tout cas, un immense merci. Et puis, merci beaucoup. Ben, merci à vous, en tout cas. Peut-être, Florent ou Antoine, je vous laisse le mot de la fin. Ah, monsieur Ingold, allez-y, je vous laisse. J'ai juste un grand merci à formuler à nouveau. Je trouve que effectivement vous avez partagé une vision positive, optimiste. Vous avez su trouver dans des environnements où on n'imagine pas forcément spontanément qu'il y a cette foi en l'homme et en l'avenir. Moi, je trouve que c'est effectivement très intéressant d'avoir vu des initiatives qui sont vraiment parfois à une toute petite échelle, mais il y a une grande ambition aussi dedans. Et puis, il y a cette vision aussi globale. Et pour reprendre l'analyse de Michel, je trouve ça très, très intéressant qu'on puisse agir localement comme ça, sur des enjeux qui sont propres à chaque territoire, à chaque histoire, et en même temps avoir cette vision généreuse en disant si tout le monde faisait ça à son niveau, eh bien, le monde entier irait mieux. Et je pense que ça, c'est vraiment un message extrêmement intéressant parce que ça pousse à l'action à chacun, à son échelle, à son niveau, sur là où il est, sachant que ça participe à un mieux-être global. Et ça, c'est vraiment un message très fort. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, oui, c'est ça. Bonne soirée. Après-midi. Merci beaucoup. Merci. Bye. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.